Bonjour à tous. Donc, je vous avais envoyé le cours, la première partie sur les solides cristallins, architecture de la matière. Donc, c'est un chapitre qui est facile, sincèrement. Il y a 3 types de questions qu'on peut vous demander, et c'est toujours pareil. Donc, j'ai fait ce choix-là, même si ce n'était pas a priori le chapitre comme vous le voir. Donc, c'est un chapitre qui nous prendra 2 semaines, hein, et après, on pourrait être interrogé dessus, et puis ensuite on reprendra le cours normal. Donc, l'histoire des cristaux, c'est que vous avez un certain nombre d'atomes qui sont à côté les uns des autres, et ces cristaux, on peut les étudier avec les rayons X. Donc là, vous l'avez vu dans le document, on a des signaux qui apparaissent, et ces signaux, ils permettent de retrouver, en fonction des longueurs d'onde qu'on a mis, ils permettent de retrouver la distance entre des plans. Donc, si on connaît la longueur d'onde des signaux, des rayons X, on arrive à trouver, en fonction des angles θ qui sont diffractés, on arrive à trouver les distances entre les plans. Donc, vous pouvez avoir un premier type d'exercice où on vous demande de retrouver la distance entre les plans déjà graphiquement, en considérant déjà la géométrie des cubes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir vu une fois. Et ensuite, avec la formule de Bragg, cette formule-là, 2d sinus θ égale n lambda, on va chercher les valeurs d'angle θ qui correspondent. Donc là, j'ai fait un exemple où on connaît les distances, on trouve θ, puis 2θ, et ensuite on vérifie sur l'échantillon qui est donné. Et normalement, on doit trouver les mêmes valeurs de signaux. Donc ça, c'est un exercice dans un sens. Et en général, il sera plutôt donné dans l'autre. C'est-à-dire qu'on aura eu un signal avec un certain nombre d'angles 2θ ici. Et donc, à partir de ces angles 2θ, il faudra faire le travail à l'envers. C'est-à-dire qu'il faudra retrouver la distance entre les plans. Et à partir de la distance entre les plans, évidemment, on va vous donner des indices, mais vous trouverez les types de cristallisation. En général, c'est toujours des cubes qu'on va vous faire étudier. Voilà, donc ça, c'est un premier type d'exercice. Et ensuite, la description de la maille. Donc, une fois qu'on sait qu'on a une certaine géométrie, par exemple des angles droits et des longueurs petit a, petit b, petit c donnés, à partir de là, on va essayer de mettre les atomes à l'intérieur de la structure. Donc, il faut imaginer comme si c'était des boîtes de chaussures avec 3 longueurs différentes, petit a, petit b, petit c, et qu'à l'infini, dans les 3 directions, il y avait plein de boîtes à chaussures. Donc, les boîtes, c'est ce qu'on appelle les mailles, et à l'intérieur des boîtes, il va y avoir des atomes. Donc, par convention, on met toujours un atome sur un sommet. Et par contre, un atome qui est sur un sommet d'une maille, ici, il va compter à la fois à l'intérieur de cette maille, mais ce qui est plus dur à comprendre, c'est qu'il va compter aussi pour les mailles qui sont autour. Donc, on fait comme si l'atome d'un sommet, il avait été coupé en le nombre de mailles dans lesquelles il est en commun. Donc, en général, comme on a des cubes ou des parallélépipèdes rectangles, en général, on coupe en 8. Donc là, je présentais les différentes façons de cristalliser. Les seules choses à retenir, vous, c'est les 3 premières là. Cubique simple, celui-là, sauf le cubique simple, tout seul, il n'existe pas. Il peut y avoir des fois un atome au centre qui soit un atome différent. Ensuite, cubique centré, c'est celui qui est en vert. Et cubique à face centrée, ces deux-là sont très fréquents parce que ça caractérise, on va dire, 90% des métaux. Donc, en particulier, ce qu'on fera demain, le fer, il peut cristalliser suivant deux structures, ces deux-là. Et donc, demain, vous pourrez essayer de chercher seul, mais le but, c'est de retrouver tous les paramètres de la maille qu'on va définir plus loin. Donc voilà, les seuls exigibles, finalement, ça va être ces deux-là, puisque le premier, lui, il n'existe pas, il est trop simple. Donc, les autres, si jamais on devait vous les donner en colle, eh bien, on vous redonnerait peut-être pas le volume,
parce que tétragonale, les angles à 90 degrés, le volume multiplie A fois B fois C, donc c'est une partie simple. Par contre, si vous avez une maille hexagonale, trigonale, monoclinique, des angles qui ne soient pas forcément à 90 degrés, le volume de la maille, c'est plus compliqué. Donc là, dans ce cas particulier, on vous donnerait le volume. Alors, le nombre de motifs dans la maille, ça, c'est ce qu'on appelle la population. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez un atome sur un sommet d'une boîte à chaussures, il va être commun en 8 boîtes en tout. Regardez si c'est cet atome ici. Il est commun avec la boîte noire, celle dans laquelle il est de base. Je pense que cet atome-là dans la boîte noire. Mais il est aussi commun avec 3 autres boîtes dans le plan en dessous et puis 4 au-dessus. Donc, en tout, l'atome ici, l'atome A, il est partagé en 8 cubes. Et donc, chaque atome qui est ici, il compte en 1/8. Donc, la population dans cette maille-là, il y a 8 atomes bleus, 8 qu'on voit, hein, c'est ceux qui sont coloriés, mais chacun, il est partagé en 8 parce qu'il fait partie d'autres mailles qui sont autour. Donc, finalement, cette maille cubique simple, il n'y a qu'un seul atome dedans. C'est comme s'il y avait juste un atome entier par sommet et puis rien d'autre. Donc, cette maille, elle n'existe pas seule, mais on pourrait vous la présenter avec un autre atome au centre. Voilà, donc ça, c'était la partie la plus simple. Là, vous voyez que si on représente les atomes, ça, c'est la représentation réelle, où les atomes, ils sont en contact suivant les arêtes du cube. Et là, vous avez la représentation plus facile à voir, et on ne voit pas les atomes qui sont en contact. Alors, la deuxième structure cubique centrée, donc là, ce qui change, c'est que vous avez un atome en plein centre. Donc, du point de vue de la population, il y a toujours 8 fois 1/8. Et en plus, vous avez l'atome qui est au centre, qui n'est pas partagé. Donc là, vous en avez 2. Donc, on voit bien ici l'atome au centre qui n'est pas partagé. Lui, il est entier dans cette maille. Et autour de lui, il y a les 1/8 d'atomes qui sont représentés 8 fois. Et cette fois, on se rend compte que les atomes sur une arête, ils ne sont pas en contact. Alors qu'au-dessus, ici, il y avait contact. Donc, du point de vue de la géométrie, là, une arête petit a, c'est égal à 2 fois le rayon. Petit a égale 2R. Alors que ici, petit a, c'est plus grand que 2R. Là, il y a un R, là, il y a 2R, et là, il y a un trou. Donc là, le contact, on ne va pas essayer de le chercher sur une arête du cube, on va le chercher sur la diagonale du cube. Donc sur la diagonale du cube, les atomes, normalement, ils sont en contact. Là, on voit qu'il y a un contact. Là, il aurait dû y avoir contact là, ça aurait dû toucher. Donc sur cette diagonale, la diagonale dans un cube, c'est A racine de 3, et il y aura 4 fois le rayon. Il y a le rayon d'un côté, une diagonale, et le rayon de l'autre côté. Et puis la dernière maille qui sera exigible, c'est la maille cubique à face centrée, donc celle-là, elle est assez fréquente. Donc quand on doit compter, toujours les 8 sommets, ils sont pleins, bon, ça c'est obligatoire, 8 fois 1/8. Et en plus, vous avez les faces occupées, comme si c'était un dé où il y a 6 faces, où il y a un atome. Donc vous avez globalement, en plus des 8 fois 1/8, vous avez 6 faces fois 1/2. Et en tout, ça revient à compter 4 atomes dans la maille. Donc là, on voit les atomes qui sont sur les faces. Ils sont exactement coupés en 2. Alors, quand je dis les atomes sont coupés en 2, en fait, c'est une vision, c'est virtuel. Un atome, on ne pourrait pas le couper en 2. Ce n'est pas comme une orange, on pourrait utiliser un couteau. Un atome, on ne peut pas le couper. Par contre, quand on représente des boîtes à chaussures, on imagine que l'atome est coupé en 2 par la limite entre une boîte et la boîte à côté. Donc
Donc là, vous avez 8 sommets, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus petits, le 8e d'atome, et puis au centre des faces, vous avez un atome qui est coupé en deux. Et là, on voit que le contact, là où les atomes ils se touchent, c'est sur la diagonale d'une face. Donc là, une face, la longueur c'est A racine de 2, ça c'est des choses qu'il faut savoir par contre. Et A racine de 2, ça fera 4 fois le rayon. Alors, les caractéristiques d'une maille, donc ça c'est la maille du cuivre, publique à face centrée, dont j'ai redétaillé les histoires de plans de contact. Donc ça, je pense que ça ne va pas déposer de problème. Donc, si on vous donne les valeurs petit a de la maille, à partir de là, vous connaissez le rayon. Donc ça, c'est toujours, pardon, c'est toujours des représentations très simples de la géométrie de base. Donc ça, il ne devrait pas y avoir de problème. Là où il va y avoir du problème, je pense, c'est la définition de la coordinance. J'ai eu des questions là-dessus, je vais le redéfinir. Donc la coordinance, la définition de la coordinance, c'est un nombre entier d'atomes qui sont en contact, c'est-à-dire qu'il y a un point de contact avec un atome donné. Théo, si jamais vous avez une question, vous pourrez activer votre micro, vous posez votre question, mais la vidéo, je l'ai désactivée. D'accord? Donc, si vous avez une question, Théo, vous pouvez poser la question. Voilà. Je continue. Donc, la coordinance, il faut imaginer un atome parmi les autres et regarder combien d'autres atomes sont en contact avec lui. C'est-à-dire qu'ils le touchent. Alors, je vais commencer à vous montrer la représentation en fait avec ce dessin-là. Imaginez que l'atome qui m'intéresse, c'est celui-là, celui que j'ai représenté là, sous ma souris. Donc, si vous prenez cet atome-là au centre, c'est celui qui vous intéresse. Donc, c'est lui que vous caractérisez, vous supposez qu'il est différent des autres, celui-là. Autour de lui, il y a combien d'atomes? Et bien, si vous regardez ici, ça fait comme une rosace là, il y a 6 atomes en contact. Donc, autour de cet atome-là, on dit qu'il y a 6 atomes. Donc, l'atome que je considère, il a 6 voisins. Mais attention, ça, c'est 6 voisins dans un plan, dans ce plan d'atomes donné. Et vous voyez que si je prends un autre atome, par exemple celui-là aussi, il a 6 voisins. À chaque fois que vous allez prendre un atome de ce plan, il aura le même nombre de voisins. Donc là, j'ai 6 voisins dans un plan, ce plan qui est dessiné. Par contre, les atomes, il va pouvoir y en avoir aussi en avant ou en arrière du dessin. Donc, imaginez que cette représentation-là, ce soit des balles de ping-pong. Vous avez des balles de ping-pong dans une boîte, elles sont empilées de cette façon-là. Vous visualisez cette balle en particulier, et dans le plan initial, le plan de la boîte, là, vous voyez qu'il y a 6 voisins autour. Mais combien de balles on pourrait mettre au-dessus? Si on devait remplir des balles au-dessus de ce plan-là, eh bien, en fait, vous allez pouvoir mettre une balle pile à la verticale ici pour le cacher, mais au moment où vous allez lâcher, la balle, elle ne va pas rester là, elle va tomber dans le trou. Elle va passer ici, par exemple. Donc, les atomes, c'est pareil, ils vont se représenter. Si vous en posez un ici, spontanément, il va aller dans le trou qui est creusé par 3 atomes ici, en contact. Donc, ça veut dire que du point de vue de cet atome-là, que je considère qu'il y en avait 6 voisins dans le plan initial, il y a un atome ici, posé dessus, qui est en contact avec lui. Alors, cet atome-là, il va avoir un certain rayon, un certain diamètre. Donc, le fait d'avoir placé un atome ici, ça empêche d'en placer un là. Par contre, ici, je pourrais avoir un deuxième atome. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir insérer une forme. Voilà, je vais essayer. Donc, je vais placer un atome au-dessus. Blanc, oui, pourquoi pas. Donc,
Vous êtes d'accord que l'atome initial, c'était celui-là. J'ai un atome au-dessus qui a le même rayon, les mêmes caractéristiques que lui. Et si j'en place un autre, je ne vais pas pouvoir le placer ici parce que vous voyez que ça va se chevaucher. Par contre, je pourrais le mettre là. Alors oui, c'est pas trop, mais normalement, c'est des cercles. Moi, je n'ai pas fait des cercles. Donc, j'ai un deuxième atome ici. Mon atome qui m'intéresse, c'est celui qui est dessous. Et si je place un troisième atome ici, l'atome qui est dessous, vous voyez qu'il est caché par les trois atomes qui sont posés au-dessus, que j'aurais pu placer différemment aussi. Mais il va y avoir 6 atomes dans le plan initial, le plan dont fait partie l'atome, et au-dessus, il y a 3 autres atomes. Eh bien, on va faire exactement pareil. Si on imagine le plan maintenant qui est en arrière, donc ces 3 atomes-là que j'ai supposé qui étaient en avant, si ces 3 atomes, j'essaie de les mettre dans le plan en arrière de celui-là, eh bien, c'est pareil, on aurait pu en mettre 3. Donc, ça veut dire qu'un atome, il a 6 voisins dans ce plan-là, 3 voisins en avant et 3 en arrière. Donc, en tout, c'est comme s'il y avait 12 voisins, 12 atomes autour. Donc, on dit la coordinance, elle vaut 12. Alors, 12, c'est la valeur maximum. Je vais essayer maintenant de vous le montrer sur cubique à face centrée, puisque c'est le but. Donc, cubique à face centrée, c'est le schéma qui est ici. Voilà, celui qui est rouge. Alors, où est-ce qu'on voit les atomes en contact? Sur ce dessin, ça ne se voit pas trop parce que on ne voit pas le contact entre les atomes. Par contre, ici, là, sur les plans de coupe, là, vous le voyez mieux, on a contact ici sur la diagonale. Donc, ça veut dire que cet atome-là, il est en contact avec ces 4. Alors, pour s'intéresser à savoir combien il y a de voisins, en fait, il y a 2 possibilités. Soit on s'intéresse à un atome d'un sommet et on regarde combien il y a de voisins, soit on s'intéresse à un atome au centre d'une face. Donc, de toute façon, de trouver pareil, dans les 2 cas, on doit trouver 12. Alors, je vais commencer par un atome sur un sommet. Donc, premier calcul. Si vous prenez un atome sur ce sommet-là, c'est celui qui est ici, vous voyez qu'il n'est pas en contact avec celui qui est sur la même arête que lui. Ni là, ni celui-là, ni celui du bas. Par contre, il est en contact avec celui qui est sur la face supérieure. Donc, cet atome de sommet, c'est lui que j'ai caractérisé. Donc, attendez, je vais insérer un truc. Hop. Alors, est-ce que je peux mettre une couleur? Non. Voilà. Donc, c'est cet atome-là, l'atome qui est sur le sommet. Okay, voilà. Donc, cet atome qui est sur le sommet, jusque là, à peu près. Donc, cet atome qui est sur le sommet, là, il est en contact avec la face supérieure. Alors maintenant, il faut imaginer qu'il y a plusieurs cubes. Il n'y en a pas qu'un seul, comme les boîtes à chaussures. Mon atome supérieur, c'est celui qui est là. C'est celui que j'ai appelé A. Donc celui-là, il est en contact avec le centre de la face qui est là, c'est-à-dire le centre de la face violette. Et on voit sur le dessin que dans le plan horizontal, là, on a cette face qui est représentée parce que c'est cet atome, mais il y en a 4 cubes concernés, donc il y aura 4 atomes ici au centre de chacune des faces, des cubes en contact. Donc ça, c'est dans le plan horizontal. Ensuite, il y a contact, cet atome, vous voyez qu'il y a contact ici dans le plan vertical. Donc, si je considère cet atome ici, c'est toujours le cube qui est violet, donc ici, verticalement. Donc, dans ce plan vertical aussi, il va y avoir 4 atomes. Nous, on n'en voit qu'un, mais il y en a quand même 4. Et le dernier plan de contact qu'on ne voit pas, c'est le dernier plan qui est vertical, celui qui est,
représenté ici. Donc cet atome, il va être en contact avec, au centre de la face qui est en arrière, celle qui est ici derrière, là, ça ne se voit pas, mais ça se voit sur l'autre côté, et en symétrie. Si je prends en symétrie celui-là, il est en contact avec celui au centre de cette face. Donc c'est exactement pareil ici. Donc dans ce plan-là, pareil, il va y en avoir 4. Donc un atome, il est en contact avec 4 dans chacun des 3 plans perpendiculaires. Il y a l'horizontal et il y en a 2 verticaux. Il y a celui du dessin et celui qui est perpendiculaire au dessin. Donc ça, c'est la première façon de compter. Et la deuxième façon de compter, c'est au lieu de prendre un atome qui serait sur un sommet, on prend l'atome qui serait ici, au centre d'une face. Donc si vous prenez cet atome-là, c'est comme il doit être. Donc si vous êtes ici au centre d'une face, il va être en contact avec combien d'atomes? Là, c'est un peu plus dur à voir. Là, oui, ben oui, 12, forcément, j'ai dit que c'est la même chose. Mais on va regarder dans ce plan, vous voyez, dans le plan de la face avant, là, il est en contact avec 4, ces 4-là qu'on voit. Et par contre, il va y avoir aussi des contacts qui ne sont pas complètement visibles sur le dessin. Celui-là, il est en contact aussi avec celui qui est dessus, là. Il y a un contact ici. Donc, celui-là, il est en contact, et puis celui-là en dessous. Et finalement, dans le plan vertical ici, vertical qui coupe en 2, il y a ces 2 qui sont représentés dans le cube, et puis il y en a 2 qui sont en avant du dessin, en avant par rapport à votre écran. Et le dernier plan, c'est le plan horizontal. Lui, il est en contact avec celui-là et l'autre, ces 2-là. Et il est aussi en contact avec les 2 qui sont en avant par rapport à lui. Donc, là aussi, il va y avoir 3 directions, 3 plans perpendiculaires. Et dans chaque plan, il y a 3 voisins. Non, pardon, il y a 4 voisins. Donc, en tout, ça fait 3 plans fois 4, ça fera toujours 12. Donc, la coordinance, dans ce cas-là, elle fait 12. Alors, pour voir si vous avez compris, je vais vous faire un autre exemple de coordinance avec un autre nombre d'atomes. Si je prends celui-là, la structure cubique centrée. Donc là, c'est beaucoup plus facile à voir. La coordinance, c'est vous prenez un atome en particulier, par exemple l'atome central, et vous regardez avec combien d'autres atomes il est en contact. Donc sur ce schéma, comme j'ai dit, on ne voit pas, mais ici, par contre, ça se voit mieux. Donc cet atome central, on voit qu'il ne peut être en contact qu'avec les atomes de la même maille, puisqu'il ne dépasse pas à l'extérieur de la maille, et il est en contact avec chacun des 8 atomes qui sont sur les sommets. Donc la coordinance, dans ce cas-là, ça fait 8. Il est en contact avec 8. Alors comme j'ai dit, on pourrait aussi considérer un atome d'un sommet pour voir combien il y a de voisins. Donc si vous prenez un atome d'un sommet, celui-là, on voit qu'il est en contact avec celui qui est au centre du cube, et il n'est pas en contact avec les autres sur les arêtes, parce qu'ils sont trop loin. Ça se voit là, là il y a du vide. Là aussi il y a du vide, là il y a du vide. Donc le seul atome avec qui il est en contact, lui, c'est celui qui est derrière, celui-là. Donc il a un atome en contact dans cette maille qui est dessinée. Par contre, ne perdez pas de vue qu'on n'a jamais une seule maille. C'est lui, mon atome du sommet, que je considère, et qu'il était en contact avec le centre de la maille noire qui est en arrière, ben, un sommet, il est en commun avec 8 cubes. Et donc, il va y avoir 8 fois un atome à l'intérieur d'un cube, et ça fera 8. Donc, la coordinance. Donc là, la coordinance, elle fait 8. C'est à vous de choisir à chaque fois la représentation la plus facile à voir. Et puis pour finir, celui-là, donc si on considère qu'on a une maille où il n'y a que ça, j'ai dit que c'était très très peu probable. Bon, imaginons qu'on ait ça, combien il y a de voisins? Donc les voisins, c'est les atomes directement en contact. Donc là, vous voyez que si je considère cet atome ici, il est en contact avec 1, 2, 3 arêtes.
Par contre, il n'est pas en contact avec ceux qui sont en opposé sur les faces. Donc là, on a l'impression qu'il n'y a que 3 voisins. Et rappelez-vous, le sommet du cube, il est en contact avec en tout 8 cubes différents. Il est partagé en 8. Donc si vous regardez cette direction, cette arête, il est en contact avec un qui se trouve dessous, il sera en contact aussi avec un qui se trouve au-dessus. Donc sur cette direction, en tout, il est en contact avec 2. Et de même, cette direction, ça fait 2. Et la dernière direction, celle-là, il y en a un ici, il y en aura un de l'autre côté. Donc en tout, là, la coordination, le nombre de voisins, ce sera 6. Donc ici, le nombre de voisins, il y en a 6. Pour cubique centré, le nombre de voisins, il y en a 8. Il faut prendre l'atome au centre pour le voir. Et le cubique à face centrée, ça c'est le plus compliqué. En tout, il y en a 12 voisins. Et on peut compter de différentes façons, mais il faut toujours trouver 12. Voilà, donc la coordinance, c'est une question difficile, mais ce n'est pas ça qui vaut le plus de points, en fait. Ce qui vaut le plus de points, en général, c'est soit la compacité, la fraction de volume réellement occupée par les atomes. Donc ça, c'est de la géométrie. En fait, il suffit de se ramener au volume d'un atome, et puis il y a des formules à appliquer. Donc on arrive à 74%. Ça, c'est cubique à face centrée. Si vous connaissez le chiffre par cœur, ça vous fait gagner du temps à la fin parce que vous savez que vous avez trouvé la bonne réponse. Donc, ce type de calcul, il faut savoir le faire. C'est toujours pareil. Là, il n'y a pas de piège. Et la masse volumique, ça, c'est la question où, en général, il y a le plus d'erreurs. Donc, les mots-clés dans masse volumique, c'est attention aux unités. Parce que le principe d'une masse volumique, c'est la masse d'un cube divisé par le volume du cube. Jusque-là, ça va. La masse, c'est le nombre d'atomes qu'il y a fois la masse d'un atome. C'est facile. Le volume de la masse, c'est A au cube. Donc, toutes les formules, elles sont facilement retrouvables sans problème. Par contre, l'application numérique, en général, ça peut faire mal. Parce que si vous oubliez que les masses polaires, elles sont données en grammes, tout le temps, ça, c'est pour des questions de probabilité, que les masses molaires, on les a données 12. Pour le carbone, c'est 12 grammes. Or, une masse volumique, en général, on la veut en kilogrammes. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'il faut convertir les grammes en kilogrammes, donc le 10,3 qui est ici. Et ensuite, quand vous divisez par le volume c'est A au cube. Alors, on peut avoir A fois B fois C, hein, si vous avez des arêtes différentes, mais c'est le principe, c'est pareil. Les longueurs, vous les aurez en général en picomètres ou en nanomètres, c'est-à-dire en des valeurs qui sont tout petites. Il faut penser à les exprimer en mètres. Et le 10,10 puissance 3, ça fait très mal. Hein, vous voyez, il pourrait y avoir un 10 puissance 30 d'écart par rapport à ce que vous voulez. Et donc, pour les métaux, il faut retenir que on a plus que l'eau. L'eau liquide, c'est 1000 kg par mètre cube. Et un métal, normalement, c'est plus dense. Voilà. L'or, c'est à peu près 18 000, je crois. 18 000 kg par mètre cube. C'est un ordre de grandeur. Donc là, le cuivre, on a à peu près 9 000. Donc, si vous trouvez 10 ou si vous trouvez 3 milliards, dites-vous que vous avez un problème. Voilà. Donc, en général, c'est ces formules-là qui posent le plus de problèmes, notamment par rapport aux unités. Voilà. Et après, donc, le reste, ça, c'est des questions qu'on peut vous demander. On a trouvé une certaine masse volumique. On aurait dû avoir une valeur et puis finalement, on a une masse trop faible, des longueurs différentes. Donc ça, il faut avoir une idée. Vous pouvez proposer s'il y a des atomes qui manquent ou des atomes en trop. Voilà, ça c'est des petites questions en fait qui peuvent être posées mais qui n'auront pas beaucoup d'importance. Les plus gros calculs, c'est la compacité et la masse volumique. Voilà, c'est les gros trucs qui valent des points. Après la coordination, même si vous n'avez pas bien compris, il n'y a jamais beaucoup de points sur la coordination. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'avoir appris,
Et si ça vous gêne, finalement, c'est moins grave. Alors, est-ce que vous avez des questions à part la coordinance? Non, pas vraiment, ça devrait aller. C'est bon? Ok, J'ai pas d'autres questions. d'accord. Non Très plus. bien. Bon, et donc on va rester là. Si jamais d'ici là, d'ici demain, vous avez d'autres questions, vous les posez par mail. Et donc on se retrouve demain sur le même principe. Vous visionnez avant la vidéo YouTube et ensuite, si vous avez des questions, je commenterai à 13h30. Voilà, merci à vous. Madame, Oui. pourquoi on multiplie par le nombre d'Avogadro le rayon cube? Alors, dans la masse volumique, si vous voulez calculer la masse divisée par le volume, c'est la masse des atomes divisée par le volume de la maille. Et la masse d'un atome, ça là, c'est la masse molaire. La masse molaire, elle est donnée en grammes par mol. Rappelez, le cuivre, là, ça fait 63 grammes par mol. Si c'était du carbone, ça fait 12 grammes par mol. Donc, si vous laissez l'unité ici en grammes, vous l'avez passé en kilos avec l'histoire de 10,3, vous avez quand même des kilos pour une mole. Or, vous n'avez pas une mole d'atomes dans la maille. La maille, vous avez compté le nombre d'atomes qu'il y a, ça peut être 1, 2 ou 4. Donc, il n'y en aura pas 6,02, 10 puissance 23. Donc, en fait, quand vous calculez la masse divisée par la masse molaire, par le nombre d'Avogadro, ça revient à calculer la masse de un atome. Voilà, c'est pour ça qu'on est obligé de le diviser. La masse molaire, elle est en grammes par mol. Le nombre d'Avogadro, il est en par mol, le moins 1. Et du coup, les unités se compensent. Vous verrez ça au fur et à mesure dans les exercices. Voilà. Sinon, on trouve des valeurs complètement aberrantes. Donc, le nombre d'Avogadro, ça permet d'avoir exactement 2 atomes par maille, ou 4, et pas une mole. Ok, d'accord. Merci Voilà. beaucoup. Allez, on en reste là. Donc, je vous dis à demain. Merci, à demain. Au revoir.